Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 grands sujets dont j'ai envie de vous parler. D'abord évidemment du budget qui était devant l'Assemblée nationale, de la motion de censure qui n'a pas été adoptée, des combats qu'on a remportés aussi sur les auto-entrepreneurs et des combats qui arrivent sur la question des apprentis. Je vous parlerai ensuite du débat qui est lancé sur la question du droit du sol et de l'identité nationale puisque François Bayrou a décidé de venir sur ce sujet. Je vous parlerai troisièmement d'un scandale qui touche François Bayrou lui-même. Il s'agit d'une école privée qui s'appelle Notre-Dame de Bétarame, où il y a eu des affaires d'agression sexuelle sur mineurs, et je veux vous parler de ce sujet parce que François Bayrou était à l'évidence au courant et qu'il n'a rien dit sur ce sujet-là. Enfin, quatrième et dernier sujet, je vous parlerai de la mise à jour du programme de la France Insoumise, parce que nous sommes prêts, nous avons travaillé la mise à jour du programme de l'élection présidentielle, je vous en dirai quelques mots en fin de vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Nous sommes désormais bien plus de 300 000 abonnés, on continue à augmenter et dans les prochains jours, nous publierons la foire aux questions des 300 000 abonnés que je vous avais promise, que nous avons tournée, qui est prête et qui sera donc publiée bientôt sur les réseaux sociaux. On commence donc avec mon premier thème qui est ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale avec l'arrivée du budget devant l'Assemblée nationale et ce 49.3 de François Bayrou pour faire passer en force le budget avec donc la motion de censure déposée par la France Insoumise, votée par les écologistes, par les communistes et puis par 6 socialistes quand même, on peut saluer cet effort des 6 socialistes qui l'ont fait pour essayer de faire tomber ce budget et c'est la loi qui est faite comme ça pour faire tomber le gouvernement avec le budget. D'abord je vais vous dire que ce budget c'est un budget de profonde austérité. Il y a des coupes énormes notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche, on est à 1,5 milliard d'euros de coupes, il y a 150 millions d'euros de coupes dans l'éducation nationale, ça c'est par rapport au budget de 2024, c'est-à-dire au budget de l'année précédente. Mais je précise quand je dis par rapport au budget de l'année précédente qu'en réalité le budget 2024 est celui qui s'applique pour cette année. Et là je veux entrer un petit peu dans le détail parce que je sais que les médias ont mis la pression à fond en disant mon Dieu c'est horrible, il faut qu'il y ait un budget, sinon s'il n'y a pas de budget c'est la catastrophe, le pays va s'effondrer, etc., etc. Je sais aussi que dans les administrations il y a eu des consignes qui ont été envoyées de ne pas dépenser d'argent dans l'attente du budget. Mais ça c'est une décision administrative car la réalité c'est la suivante. Lorsque nous avons voté en décembre une loi spéciale sur le budget, nous avons permis que le budget 2024 soit reporté à l'identique sur l'année 2025. Ça ne s'appelle pas une loi spéciale pour rien, c'est précisément une loi qui est spéciale quand on n'a pas de budget et qui permet juste qu'on continue avec le même budget que l'année précédente. Si vous vous souvenez bien, il y avait Madame Elisabeth Borne qui passait à la télé à la fin de l'année 2024 en disant « Si jamais on vote pas le budget, ça sera la catastrophe, les cartes vitales ne vont plus marcher au 1er janvier, etc. » Tout ça était faux. Et Elisabeth Borne a essayé de faire peur inutilement parce que précisément avec le vote de cette loi spéciale, eh bien, on pouvait continuer avec le budget de l'année précédente. Donc il y a eu une tentative d'essayer de mettre des coups de pression sur les gens, sur les élus pour faire en sorte qu'ils ne votent pas la censure du gouvernement de François Bayrou et qu'ils ne votent pas la censure du budget. Je dois dire que je suis vraiment très déçu de la décision des socialistes, de l'essentiel du groupe socialiste, puisqu'il y en a quand même 6 qui n'ont pas voté, mais je suis très déçu de la décision des socialistes de ne pas voter la censure sur ce budget. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un budget qui est un budget d'austérité, qui est un budget de droite, qui est un budget qui est pire que celui de l'année précédente, que pourtant ils avaient censuré, et qui est un budget qui ne correspond pas aux orientations qui étaient prises par le nouveau Front Populaire. Donc déjà, c'est une mauvaise décision politique de ne pas censurer le budget. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, mais à l'intérieur de ce gouvernement, il y a quand même une quantité de personnes que nous détestons. Normalement, quand on est de gauche, je veux dire, Manuel Valls, c'est un des types qui est responsable de l'effondrement de la gauche. Normalement, on ne soutient pas un type comme ça au gouvernement. Aurore Berger, c'est une menteuse. Elle a menti devant une commission d'enquête. Comment on peut soutenir une personne comme ça au gouvernement ? François Bayrou, il a dit la semaine précédente qu'il y avait un problème de submersion migratoire qui était posé dans notre pays, qu'il y avait un sentiment de submersion migratoire. C'est des propos de gauche, ça ? C'est pas des propos de gauche. On censure un gouvernement comme ça, normalement. Et puis, il y a enfin Retailleau et Darmanin. Retailleau à l'intérieur, Darmanin à l'intérieur d'eux. Qui est désormais la justice, et je suis désolé pour les magistrats qui doivent avoir un aussi mauvais ministre de la justice, mais enfin bon, c'est comme ça. Et ben normalement, quand on est de gauche, on censure un gouvernement comme ça. Mais eux, ils ont décidé de ne pas le faire. Pourquoi je suis très en colère ?
Déjà parce que du coup on a un mauvais budget, et puis ensuite parce que ça ouvre la porte aux autres d'en face. Les autres d'en face, le Rassemblement National, ils sont trop contents, ils ont rien à faire, ils disent nous on voulait bien voter la censure potentiellement, mais si jamais on l'a voté, ça passait pas vu que le PS la votait pas. Ah bravo, quel cadeau au Rassemblement National pour pouvoir faire Michou, oui, je suis contre, mais en fait je suis pas tout à fait contre, enfin je suis dans l'opposition mais dans la majorité. Bref, ils utilisent les mêmes éléments de langage que les autres du PS, franchement c'est lamentable, ça donne un sentiment de confusion politique qui ne va pas, qui n'est pas lisible pour nos concitoyens. Est-ce que les électeurs du nouveau Front Populaire, ils ont voté pour avoir un budget aussi pourri et un gouvernement aussi nul? Bien sûr que non. Donc, on censure ce gouvernement, et précisément dans la bataille que nous sommes en train de mener face à l'extrême droite, puisque cette bataille, désormais, c'est nous contre eux. Les macronistes, ils sont perdus en race campagne, à moins que les socialistes aient pour dernier objectif d'aller finalement rejoindre la coalition macroniste et de sauver les plumes du macronisme au moment où on est en train de le plumer, mais ça me semble pas logique en fait comme position, à part dans un objectif purement politicien de les prochaines élections, normalement s'il n'y a pas de dissolution, c'est les élections municipales, et donc il faut qu'on se sépare de la France Insoumise pour ne surtout pas faire des listes communes avec la France Insoumise. Mais enfin, faire reposer la question du budget de l'État et de l'avenir de la nation sur les communes et les élections municipales qui sont dans un an, je trouve que c'est vraiment assez lamentable, et j'ai entendu des propos de François Hollande sur le sujet qui ne me font présager rien de bon sur l'optique dans laquelle François Hollande et le Parti Socialiste ont décidé de ne pas voter la censure. Mais du coup, la conséquence est directe. C'est-à-dire que le Rassemblement National, ils sont là, ils disent le budget il est nul, le budget il est nul, le budget il est nul, mais vous comprenez, on ne peut pas voter la censure. Si le PS avait voté la censure, nous nous serions posé la question de voter nous-mêmes la censure, ont dit certains responsables du Rassemblement National. Mais là, justement, moi, ce que je veux faire, c'est alerter ceux qui votent pour le Rassemblement National. Votre parti, il n'a pas voté la censure. Votre parti se plaint du budget, mais il se comporte en traître vis-à-vis de ce pourquoi vous avez voté. Vous avez voté contre Emmanuel Macron. Là, vous les voyez, c'est qui sauve Emmanuel Macron? Monsieur Jean-Philippe Tanguy, il est venu, il a dit que c'était un budget qui était nul pour les travailleurs, qu'il y avait que des cadeaux pour les riches, et puis que, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, que on sauvait les privilèges des anciens présidents et des anciens premiers ministres. Monsieur Tanguy, pourquoi il n'a pas voté la censure? Il vient, il dit tout ça, il dit que c'est un budget qui est nul, il vote pas la censure. Vous avez la démonstration du fait que ces gens sont des menteurs, qu'ils viennent pas défendre l'intérêt général. Et attendez, vous allez voir à quel point c'est des menteurs et à quel point ils défendent pas l'intérêt général, justement. Parce qu'il y avait un gros sujet sur le budget, c'est la question des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, actuellement, ils doivent déclarer leur TVA quand ils dépassent un seuil de chiffre d'affaires de 37 500 € dans un certain secteur d'activité ou 85 000 € dans un autre secteur d'activité. 37 500, c'est pour les services, 85 000, c'est pour la vente. Le gouvernement a décidé, dans le budget qui est là, le budget que n'ont pas censuré le Rassemblement National, d'abaisser ce seuil de TVA à 25 000 €. Autrement dit, ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 25 000 €, qui ne devaient pas déclarer la TVA avant, maintenant, ils sont soumis au fait de déclarer cette TVA, c'est-à-dire de faire les factures, et c'est-à-dire d'avoir une augmentation de leur prix de 20% pour rattraper la TVA, ou bien de baisser leurs revenus de 20% pour encaisser eux-mêmes le choc de la TVA sans augmenter leur prix. Donc vous voyez, c'est vraiment une mesure qui est une mesure nulle et qui va frapper les plus précaires dans ces situations d'auto-entrepreneurs, ou bien les clients qui vont voir leur prix augmenter. Donc vous voyez, c'est une mesure qui ne sert à rien, qui est nulle et qui est censée faire 400 millions d'euros d'économie. Si vous faites 400 millions d'euros d'économie et que vous fermez plein de boîtes, à la fin ça va vous coûter plus cher. Si les gens ils se retrouvent dans une inactivité parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser le choc de la TVA, à la fin ça vous coûte plus cher. Et ça, c'est la politique d'austérité. Vous diminuez les dépenses, donc vous diminuez. À la fin, vous diminuez toujours les dépenses, vous diminuez aussi les recettes parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Nous, on propose de faire l'inverse. Relancer la machine dans l'autre sens et d'avoir un cycle vertueux qui se mette en place par ce biais-là. Mais sachez-le quand même. Nous, on a lancé l'alerte avec la France Insoumise. On a vu ça, on a vu qu'il y avait une pétition qui circulait de la FNAE, la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs. On s'est saisi du sujet, on s'est dit, là, c'est la catastrophe, il faut qu'on alerte les gens. On a fait tous un peu des vidéos, des tweets, etc. Et on a fait le calcul. Dans l'ensemble, si on totalise les vidéos qu'on a faites, on est à 4 millions de vues sur les vidéos, les tweets qu'on a fait, etc. Donc on a lancé l'alerte, et cette alerte a été efficace puisque le gouvernement a fini par reculer. Sachez-le, quand on se mobilise, quand on met la pression, on arrive à faire reculer le gouvernement. Donc ils ont fait passer le 49.3, on aurait pu empêcher ce budget et donc cette mesure par la censure.
Les socialistes et le Rassemblement national n'ont pas voté, donc cette mesure est passée. Mais nous, parce qu'on s'est mobilisés, on a réussi à faire reculer le gouvernement a posteriori. Attendez, je vais vous parler d'un autre problème qui arrive et je vais vous donner une autre raison de vous mobiliser. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Mais donc, il s'est produit ça. Qu'a fait le Rassemblement national sur le sujet? Ils ont lancé une pétition. Et la pétition, elle sert à quoi? À recueillir vos données personnelles sur le site du Rassemblement national pour vous proposer des actions du Rassemblement national. Autrement dit, ils n'ont rien prévu de faire pour aider les auto-entrepreneurs. Ils ont juste prévu de vous pomper vos données pour les mettre sur leur site internet pour essayer de vous faire à la fin adhérer au Rassemblement national. Franchement, niveau d'utilité zéro. Il y avait déjà une pétition qui était lancée par les personnes concernées, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Ils auraient pu juste aider à aller sur cette pétition. Bah non, ils veulent récupérer vos données. Mais attendez, c'est pas fini. Le Rassemblement national en octobre, quand cette mesure elle est arrivée dans le budget, où là normalement on était censé pouvoir discuter, voter, etc., eh bien le Rassemblement national, il avait proposé la même mesure que le gouvernement. Il avait même proposé pire. Il avait proposé d'abaisser le seuil encore plus bas que ce que proposait le gouvernement. Donc, en octobre, ils veulent faire pire que le gouvernement et ils font ça avec la Fédération des bâtiments, donc en plus c'est un amendement de lobbyistes. Et puis les voilà en janvier ou en février, à partir du moment où on a alerté, oh bah comme par hasard d'un seul coup ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise mesure. Ces gens sont des nuls, ils ne travaillent pas leur dossier, ils ne viennent pas en aide aux citoyens et voter pour eux ne sert à rien. Vous en avez la démonstration par l'exemple sur la question des auto-entrepreneurs. Donc arrêtez de voter pour le Rassemblement national, ça ne sert à rien et ils ne défendent pas vos intérêts à l'Assemblée nationale. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que le budget revient à l'Assemblée nationale ce lundi, parce qu'on va parler du budget de la sécurité sociale. Et ce lundi, il va y avoir de nouveau une motion de censure, parce qu'il va y avoir de nouveau un 49.3 de François Bayrou pour faire passer en force ce budget de la sécurité sociale. Nouvelle mesure dans ce budget de la sécurité sociale. Les apprentis qui sont au-delà du seuil de la moitié du SMIC. C'est une obligation légale. Quand les apprentis ont plus de 18 ans, vous devez les payer 1% de plus minimum que la moitié du SMIC, 51% du SMIC minimum. Ça concerne 800 000 personnes qui sont à ce niveau-là. À ce niveau-là ou au-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont payés plus que ce niveau minimal. Les personnes qui sont concernées actuellement, elles ne payent pas la CSG et la CRDS. Or, désormais, dans le budget de la sécurité sociale qui arrive lundi à l'Assemblée nationale, elles vont devoir payer la CSG et la CRDS. Combien ça représente? Ça représente 23 € de taxes par mois sur un salaire de 886 € brut. Ok? Mais si vous êtes payé plus cher, la taxe c'est un pourcentage qui est prélevé, donc ça va augmenter. Vous allez payer plus que 23 €. Bilan des courses, ils sont en train de taxer les apprentis qui sont là pour étudier, pour essayer d'apprendre un métier et qui sont payés pour cet apprentissage. Et ben ils vont essayer de les taxer eux plutôt que de taxer Bernard Arnault, plutôt que de taxer les ultra riches. Alors eux, on leur demande jamais rien. Quand on leur demande des trucs, ils disent oh non, bah vous voyez, ça fait trop d'impôts à payer. Je vais partir aux États-Unis parce que là-bas il y a un fasciste qui me respecte, Donald Trump, qui me fait pas payer d'impôts. Donc moi, je préfère le fascisme à ma patrie. Voilà, c'est ça le comportement des ultra riches dans notre pays et des milliardaires de notre pays. Ils préfèrent partir plutôt que de payer l'impôt. Et ces gens-là sont défendus par le Rassemblement national qui les défend chaque fois qu'il est question d'un milliardaire qui n'a pas payé ses impôts. Ah là, on les retrouve, le Rassemblement national, pour dire ah bah quand même, c'est normal, si on impose trop les milliardaires, ils vont s'en aller. Ça les choque pas du tout que les gens ils aient envie de s'en aller. Vous savez, Danton disait on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses souliers. Bah, vous avez la démonstration qu'il y a des gens qui essayent de le faire et c'est les milliardaires qui essayent de faire ça. Donc il y a cette mesure qui arrive lundi à l'Assemblée nationale. Comment la combattre? Déjà, alerter autour de vous. Ensuite, demandez à vos députés de voter la censure que nous allons déposer juste après le 49.3 et qui devrait être voté a priori mercredi dans la semaine. Il faut alerter vos députés pour qu'au moment de la motion de censure, ils censurent le gouvernement et ils censurent le budget. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà ce qu'il faut faire sur ce sujet-là. Je passe à mon deuxième sujet, qui est la question du droit du sol, qui a été dans le débat public sur la question de Mayotte, mais qui a aussi été dans le débat public parce que désormais un certain nombre de personnes se lâchent. Alors le Rassemblement national déjà, j'ai d'ailleurs fait une intervention à l'Assemblée nationale pour alerter sur ce sujet du droit du sol déposé par le Rassemblement national qui vient concerner non seulement la suppression du droit du sol mais en plus la suppression du droit pour une personne adoptée en adoption simple de devenir français si elle est adoptée par une famille de Français et si elle était de nationalité étrangère. Vous imaginez, ils en sont à vouloir que les enfants adoptés ne puissent pas avoir la nationalité française. Franchement, voter pour ces gens-là, c'est voter inhumain.
parce que là c'est pas entendable, même il y a des électeurs du Rassemblement national, j'espère que vous êtes choqués par cette mesure qui est proposée par votre parti, parce que franchement si vous ne l'êtes pas, on peut plus rien pour vous là, vraiment on peut rien pour vous. Donc il y a la question du droit du sol qui revient. François Bayrou, qui est jamais à l'abri d'une bêtise en ce moment, il a dit que lui ça l'intéressait vachement de parler du droit du sol et qu'attendez, il voulait aller même plus loin, il voulait parler de la question de ce qu'est être français. Précisément, être français, c'est la question du droit du sol. Parce qu'en 1793, quand on a fait la constitution de la Première République, celle qui vient avec le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, bref, avec ce qui fait de nous des Français aujourd'hui, tel que on a rompu avec la monarchie, eh bien, c'était dit, tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, vous m'avez déjà entendu le dire pour certains, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou adopte un enfant ou épouse une Française ou nourrit un vieillard, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Égal, tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, c'est le droit du sol. Mais en plus de ça, c'est le droit à la naturalisation. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que la question du droit du sol qui fait de nous des Français, il y a la question de la naturalisation. Et de qu'est-ce que c'est qu'être français ? Eh bien, c'est avoir accès aux droits de citoyen. Et nous, notre nationalité, notre identité nationale, elle est définie à partir de notre citoyenneté. Et quand on parle d'égalité républicaine, ce qu'on dit, c'est une personne égale une voix. Quand on va dans l'isoloir pour voter, une personne égale une voix. On est égaux dans notre capacité à faire la loi. C'est pour ça que ceux qui vont pas voter, vous avez tort, parce que du coup, vous n'êtes pas égaux avec les autres dans la capacité de faire la loi. Et puis après, on se retrouve avec des clampins comme François Bayrou et Emmanuel Macron au pouvoir. C'est dommage quand même, parce que si on va voter, on n'a pas ces gens-là au pouvoir. Donc on est égaux dans notre capacité à faire la loi et on est égaux dans notre devoir de la respecter, puisque par la force des choses, comme on est censé l'avoir faite tous ensemble, on se soumet tous aux mêmes règles. Et vous voyez que c'est comme ça que se définit notre identité nationale. Donc on va en parler de ce sujet s'ils ont envie d'en parler. Vous allez voir que ceux qui ont le plus de choses à dire sur le sujet, c'est sans doute nous, et que ça va un petit peu décevoir les gens d'apprendre par exemple que 20 millions de nos compatriotes ont au moins un ancêtre qui est étranger, je vous l'ai déjà dit, mais franchement regardez dans vos familles à vous, vous allez voir si vous faites le décompte, à un moment donné, il y a un arrière-grand-parent, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, un grand-père, un parent qui est étranger. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça fait des mauvais Français ? Non. Pourquoi ? Parce que justement, on se fonde comme peuple dans notre adhésion à la République. Voilà, c'est pas très compliqué. Les autres, j'attends de voir ce qu'ils vont nous dire sur ce que c'est que l'identité nationale. Parce que si jamais tu fais pas le droit du sol, t'as plus qu'une possibilité. C'est le droit du sang. Et si tu viens sur la question du droit du sang, il va falloir être assez précis. Jusqu'à combien de générations exactement on remonte ? Alors vous allez nous faire des petits graphiques comme le maréchal Pétain, c'est comme ça que vous allez faire ? Ou en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre famille en remontant dans les degrés, on est français ou on n'est pas français ? Vous allez voir que ça va être très intéressant comme débat quand les fascistes vont assumer leur position politique et que ceux qui sont entre eux, les fascistes et nous, ils vont devoir se positionner sur une échelle, tu vois, entre droit du sang et droit du sol. On va voir qui c'est qui défendra le mieux ses positions politiques et qui c'est qui portera mieux les idées républicaines. Vous allez voir que ça va être un beau débat dans lequel, à mon avis, ceux qui pensent y arriver en vainqueur vont en ressortir en perdant. Mon troisième sujet, c'est un sujet qui, je dois vous le dire, m'a beaucoup touché et choqué. Il s'agit d'une affaire de viol sur mineurs, d'agression sexuelle sur des enfants dans une institution scolaire privée catholique qui s'appelle Notre-Dame de Bétharram et qui est située pas très très loin de Pau. J'ai découvert cette histoire par une vidéo de Paul Vanier qui relayait un article de Mediapart. Et je dois dire, vraiment, je remercie Paul Vanier d'avoir fait une vidéo sur le sujet, parce que grâce à lui, le sujet a pris de l'ampleur et devient un sujet national. Que se passe-t-il dans cette institution ? Il y a 112 plaintes qui ont été déposées par des anciens élèves de cette institution scolaire, donc Notre-Dame de Bétharram, qui portent plainte pour des faits de violence, c'est-à-dire de la brutalité, et des agressions sexuelles sur mineurs, avec des éléments assez glauques sur lesquels je ne reviens pas pour ne pas rajouter d'éléments qui pourraient vous blesser ou vous choquer de manière inutile. Mais il s'agit d'affaires très graves. Et le sujet est que François Bayrou ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans cet établissement. Pourquoi ? Parce que c'est un établissement qui est pas très loin de Pau et dans lequel il a scolarisé plusieurs de ses enfants. Et le problème, c'est que François Bayrou a de toute évidence couvert cette institution. En tout cas, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet alors même que, à l'évidence, il était au courant.
En 1996, nous révèle Mediapart, il y avait eu d'abord une première histoire de violence. Un surveillant général était condamné en 1996 pour avoir violemment frappé un élève de 14 ans, lui laissant des séquelles à vie. Donc c'est le récit. Mon fils a perdu une partie de l'audition, les médecins n'ont pas pu sauver son oreille. Donc là, c'est un cas de violence. Et à ce moment-là, François Bayrou se rend sur place, soutient l'institution et il va même contre ceux qui ont critiqué l'institution. Il dit « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques contre Notre-Dame de Bétharram avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. » Mais encore plus grave, en 1998, il y a un nouveau scandale. Le père Caria est mis en examen. Il est accusé d'avoir violé un enfant dans cet établissement. Il y a une enquête qui est ouverte et qui conduit le juge Mirande à convoquer monsieur Caria, après qu'il y ait eu une deuxième affaire de viol. Monsieur Caria se suicide à ce moment-là. Donc l'affaire s'arrête là. Mais François Bayrou ne pouvait pas ignorer cette histoire, parce que sa femme s'est rendue à l'enterrement du père Caria, et que à ce moment-là, et c'est là que ça devient plus critique comme information, à ce moment-là, eh bien François Bayrou avait contacté le juge pour savoir si son fils était concerné par l'histoire. Et justement, c'est ça qui est extrêmement choquant. C'est que si François Bayrou a contacté le juge Mirande pour lui demander ce qui s'était passé à propos de son propre fils, eh bien, il ne pouvait ignorer ce qui se passait dans l'affaire de Notre-Dame de Bétharram. Il ne pouvait ignorer qu'il y avait donc une enquête qui était en cours sur ce père Caria et que donc, potentiellement, il pouvait y avoir d'autres victimes puisqu'il y avait déjà 2 plaintes contre lui. Voilà pourquoi on peut dire, puisque le juge témoigne sur ce sujet, que François Bayrou ne pouvait pas ignorer cette histoire. Or, en mars 2024, il avait été interrogé sur le sujet et il démentait être au courant de ce type d'exaction. Il disait qu'il avait déjà entendu parler de violence, mais vraiment sur ce sujet-là, il disait qu'il n'avait rien entendu. Pourquoi dès lors est-il allé demander au juge des choses qui concernaient son propre fils? Tout ça est extrêmement glauque, mais surtout ce qui est très choquant, c'est que François Bayrou, sachant cette histoire-là, connaissant cette histoire-là, interrogé en mars 2024, dit n'en connaître rien. Ça n'est pas possible. C'est un mensonge. Et si c'est un mensonge, dès lors, pourquoi a-t-il décidé de couvrir cette institution et de ne pas dire ce qui se passait dans cette institution dont, en tout cas, il était au courant? Ça, c'est un scandale. J'espère qu'on en parle davantage, que les médias se saisissent de ce sujet, parce que pour l'instant, à part Mediapart, eh bien, je n'ai pas vu grand monde se saisir du sujet. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je remercie Paul Vanier d'avoir fait sa vidéo, parce que sans lui, même moi, je n'aurais pas lu l'article de Mediapart, je ne l'aurais pas vu passer, et c'est sa vidéo qui m'a alerté sur le sujet. Donc Paul, si tu m'écoutes, merci beaucoup d'avoir relayé cette question. Mon dernier sujet, c'est un sujet dont je voulais vous parler la semaine dernière, et malheureusement, je n'avais pas le temps. Donc je le rajoute cette semaine, il s'agit de la mise à jour du programme de la France Insoumise pour l'élection présidentielle. Bah oui, que voulez-vous, nous sommes des gens cohérents. On nous dit qu'il y a un risque d'une élection présidentielle anticipée parce qu'Emmanuel Macron pourrait démissionner de son mandat si la situation politique venait à être intenable pour lui. Eh ben nous, on est des gens cohérents. On se dit qu'il peut y avoir une élection présidentielle. On se dit que cette élection présidentielle, la loi prévoit qu'elle ait lieu en 35 jours. Eh ben c'est pas au moment où Macron va démissionner qu'il va falloir se réveiller pour avoir un programme. Vous en êtes d'accord ou pas? Moi, je suis d'accord avec ça. Et je suis fier que mon mouvement, avec Clémence Guettet et Adrien Clouet, qui sont les responsables du programme, et en lien avec l'Institut La Boétie, évidemment, que président Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet, eh bien que mon mouvement ait décidé de mettre à jour son programme. Alors comment ce programme est-il mis à jour? Il s'enrichit d'abord grâce aux travaux des parlementaires insoumis, parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, on avance sur des propositions de loi, sur des propositions qui sortent dans des rapports. Moi, bientôt va sortir mon rapport sur le trafic de stupéfiants. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques propositions qui peut-être pourront être intégrées à ce programme, je l'espère, parce qu'il est retravaillé de manière assez régulière. Et puis, c'est un programme qui doit faire face à ce qui s'est passé en 7 ans de macronisme, parce qu'on n'est pas dans la même situation ni qu'en 2017, ni qu'en 2022, donc il faut des mises à jour. Et puis enfin, ce programme, il a été reformulé pour tenir en 4 grandes sections. Vous savez, nous, on dit souvent, les Insoumis, que notre objectif, c'est de faire l'harmonie entre les êtres humains, entre eux, et avec la nature. Et bien justement, on a décidé d'organiser ça autour de cette idée, avec une première partie qui parle de la révolution citoyenne, c'est-à-dire les changements nécessaires dans nos institutions pour faire la 6e République, par exemple, l'Assemblée constituante, changer les règles qui existent dans notre pays pour qu'il ne soit plus possible, par exemple, de faire passer des budgets par 49.3, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'harmonie des êtres humains
entre eux. Ça veut dire toutes les questions de partage de la richesse, de bien-être au travail, toutes ces choses-là, de bien-être dans la santé, dans l'éducation, toutes ces choses-là, ça peut créer de l'harmonie entre les êtres humains, entre eux. Et on a décidé de le regrouper dans cette grande idée de l'harmonie des êtres humains entre eux. Troisième partie, je vous ai dit, harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Troisième partie, harmonie des êtres humains avec la nature. Donc là, c'est toutes nos mesures en matière d'écologie, en matière de changement dans les pratiques agricoles, par exemple, pour essayer de sortir des pesticides, en matière de transport, bref, toutes nos mesures de planification écologique se retrouvent dans cette troisième partie. Et enfin, une quatrième partie qui s'appelle Ordonner le monde et qui parle de notre vision d'une France indépendante au service de la paix, pour parler de la politique internationale qui est évidemment centrale quand on veut parler sérieusement des affaires de l'État, particulièrement dans une période où il y a Donald Trump qui est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Par ailleurs, je me permets cette petite remarque. À propos d'élections présidentielles, demandez-vous qui serait un bon président ou une bonne présidente face à des gens comme Donald Trump et qui ne cèdent pas à la pression. Réfléchissez un peu à cette question et je suis sûr que vous aurez des idées, un petit nom d'un candidat qui serait pas mauvais à ce sujet-là. En tout cas, moi j'ai une bonne idée à ce sujet-là d'un candidat qui serait pas mal pour faire face à Donald Trump et qui a démontré dans le passé qu'il avait une capacité de résistance à la pression assez solide et assez sereine. Je voudrais juste vous quitter sur une bonne nouvelle qui est relative à la question du programme et je vais arrêter de bidouiller mes papiers qui doivent faire beaucoup de bruit avec mon micro après cela. J'ai retrouvé ma feuille, donc ce que je voulais vous dire, c'était ces idées qui ont progressé dans la société par rapport à la dernière fois où on les proposait. On avait fait un sondage en 2014 pour savoir combien de gens étaient favorables à la mise en place d'une 6ème République. C'était 62%. Et en 2023, on est passé à 67%. Donc vous voyez que nos idées ont progressé dans la société. Sur la question, alors là, même moi je suis étonné, sur la question de la semaine de 4 jours avec 32 heures payées 35, c'est-à-dire qu'on diminue le temps de travail. C'est une de nos propositions, d'abord par expérimentation et puis ensuite par généralisation, si jamais ça fonctionne bien. Il y avait 60% de gens favorables en 2019 et aujourd'hui on est à 70% des gens qui sont favorables à la baisse du temps de travail pour partager le travail et pour du coup faire en sorte que on travaille moins, qu'on soit payé pareil, voire mieux, vu qu'on propose aussi l'augmentation du SMIC, mais qu'on partage le travail et que du coup, celles et ceux qui sont au chômage puissent profiter de cette semaine de 4 jours et 32 heures. Je reviens très rapidement sur cette mesure, mais si vous diminuez d'un jour dans la semaine le temps de travail, vous voyez bien qu'il y a un jour qui doit bien être couvert. Et quand vous diminuez le temps de travail en supprimant un jour de travail dans la semaine, là pour le coup, vous avez une politique efficace, très efficace en matière d'emploi et il me semble que ça serait une expérimentation utile pour faire la démonstration que ça fonctionne. Ensuite, sur le retour de la retraite à 60 ans, nous sommes les seuls à proposer le retour à la retraite à 60 ans. C'était 68% de gens favorables en 2019, c'est 71% de gens favorables aujourd'hui. Autant dire que la politique politicienne qui visait à nous convaincre de faire passer la retraite à 64 ans, ça n'a pas marché. Vous êtes plus intelligent que la propagande médiatique sur le sujet et c'est tant mieux. Enfin, en 2024, 89% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. C'était 78% il y a quelques années et 92% sont favorables à la légalisation du suicide assisté, c'est-à-dire la différence c'est que le patient lui-même se met le sédatif plutôt que ça soit déclenché par le corps médical. Là, 92% des gens y sont favorables. C'est dire si cette idée est devenue majoritaire dans la société et personnellement, je la partage aussi, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que cette actu politique de la semaine vous a plu, vous a intéressé. Peut-être vous aura-t-elle fait aussi sourire, je l'espère. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et comme ça, vous recevrez les notifications tous les samedis, 9h30, l'actu politique de la semaine. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne.